Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Un rêve peut-il changer une vie? C'est ce que va nous expliquer l'auteur du livre Un rêve a changé ma vie. Mesdames et messieurs, Monsieur René Théberge. Monsieur Théberge, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Théberge, pourquoi écrire un livre? On dit que ça fait partie de vos obligations cosmiques. Pourquoi avoir écrit ce livre-là? J'ai écrit ce livre-là en référence avec un rêve en décembre 91. Et je me sentais pratiquement obligé de le faire. Qu'est-ce qui vous obligeait à le faire? C'était une motivation et une détermination, comme si c'était vraiment cette obligation à ce moment-là. Je devais raconter ce que j'avais vécu. Sur la page couverture de votre livre, on regarde et on remarque essai autobiographique. Pourquoi essai autobiographique? Un essai, quelqu'un qui écrit sa biographie va l'écrire dans une façon de faire qui est copiée à peu près par tout le monde. J'ai marqué essai parce que j'ai centré et je devais centrer sur ce que j'avais vécu en relation avec les rêves, un peu autour de tout ça. Mais c'était cet événement-là de ma vie. Okay. On va aller, Monsieur Théberge, si vous me permettez, dans le vif du sujet. En 1988, vous demandez à votre père de vous montrer en rêve ce que vous auriez à vivre. Ensemble, mon frère Donald m'a demandé d'aller voir une diseuse de Bonaventure. Oui, ça, là, on va le voir, c'est Madame Pomerleau. Oui, c'est ça. Et elle a parlé et elle me dit, ton père est décédé. J'ai dit oui. Elle dit, fais appel à ton père 9 soirs. Demande-lui ce que tu auras à vivre. Le 9e soir, tu auras un rêve et ce rêve se réalisera. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Le 9e soir, j'ai fait un rêve où les scènes étaient d'une précision, et je savais que c'était déjà inscrit dans ma mémoire. Je ne pourrai jamais l'oublier. Carole et vous... Caroline, excusez-moi, et vous habitez le même immeuble. Et puis, il y a une date que vous connaissez par un rêve et qui vous concerne tous les deux. C'est quoi ce passage-là? Cette date-là? C'est-à-dire que j'ai décidé d'aller demeurer sur l'île de Montréal et on m'a amené par, je l'ai écrit d'ailleurs, comment je devais aller vivre voisin de la femme que je devais rencontrer selon le rêve. Et le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, en 1994, je l'ai rencontrée. Tout ça toujours dans les rêves. C'est-à-dire que les rêves me donnaient des indications. Puis là, c'était à vous d'aller chercher les indications parce que vous dites que vous avez été chercher d'autres livres pour aller voir la signification de... Et forcément, parce que je connaissais rien au rêve. OK. Je ne savais pas entre ce que je rêvais et la réalité. Et quand ça se réalisait dans la réalité, j'étais très souvent pris par surprise. Parce que quand le rêve donne une scène, je n'ai jamais eu, ni dans la réalité, ni en rêve, le comment j'arriverais à rejoindre dans les faits de la vie cette scène-là. Okay. Ça, on ne le sait pas. Il n'y a pas de description. Tu
Tu vas passer là, à gauche, à droite, à droite, et soudain, c'est pas ça. Il y a une scène, et soudainement... Il faut trouver comment y aller. Ben, on y arrive. La vie nous amène là, malgré nous, sans savoir qu'à ce moment-là, c'est ça qui va se passer. Quand vous aviez 13 ou 14 ans, vous vivez des instants difficiles lors d'un jeu. Vous devez vous cacher pour fuir une poursuite, ce qui vous a perturbé quand même jusqu'à l'âge dans la soixantaine. Que s'est-il passé? Puis, quelle perturbation avez-vous eu? Parce que ça a eu l'air à vous perturber beaucoup. Perturbé. Oui. C'est un de mes frères, à un moment donné, j'étais sur le haut d'un hangar, il était avec ses amis et il décide de vouloir m'attraper. Et les termes qu'il utilisait, tout ça, pour m'attraper, c'était beaucoup de violence. Il n'était pas violent d'habitude, là, c'est pas ça, mais cette fois-là, c'était ça. Et puis, je me cachais, il me suivait. Et ça a duré à peu près ce jeu-là, 4 ou 5 heures, et ça a vraiment créé un traumatisme chez moi. Et quand un traumatisme s'inscrit en soi... Il est là pour longtemps. Il est là pour très longtemps. Exactement. Parce qu'on a certains comportements par la suite, et ces comportements-là, on les reprend instinctivement. Monsieur Théberge, le début de votre union avec Mireille a été très difficile? Oui. C'est-à-dire que elle avait un cadre familial, le sien. J'avais le mien. J'étais dans son milieu, à une trentaine de kilomètres de La Sarre, parce que j'étais de La Sarre. Et de m'intégrer dans son milieu, c'était difficile. C'était très difficile. Ça a été très difficile. On va faire un peu de coq à l'âne, si vous me permettez, Monsieur Théberge. On dit que le monde syndical a occupé vraiment une grande place dans votre vie. Oui. Oh oui. Ben, d'abord, en 1960, j'ai commencé comme enseignant. J'avais une formation dans ce domaine-là. Et puis, 1 an ou 2 après, j'ai commencé à faire du syndicalisme chez les enseignants. Et cette activité-là était très valorisante. On était à une étape où les conventions collectives n'existaient pas. C'était le début, quasiment. C'était vraiment il fallait mettre sur pied. Début. Et tout le monde collaborait bien. Tout le monde voulait travailler en groupe. Et ça a été une des périodes, d'ailleurs, les années 60, ça a été, on n'a pas appelé Révolution tranquille pour le plaisir d'appeler Révolution. C'est ça. Et tout le monde collaborait à cette époque. C'est peut-être pas la même chose aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était ça. Un fait que j'ai dans votre livre qui m'a un petit peu graffiné, un petit peu, oui. C'est que vous dites que vous vous rappelez avec votre mère la description exacte de la construction de la maison de vos parents, puis vous n'étiez même pas encore au monde. Comment se fait-il que vous vous êtes rappelé de la construction de cette maison-là? Écoutez, à cette époque-là, maman, elle vivait seule, j'allais la voir et elle se racontait. Et nous parlions. Et à un moment donné, je lui donne une description parce qu'on vivait à Sainte-Hélène-de-Vansbourg à l'époque, comment la maison, les matériaux et tout ça, elle me laisse raconter. Quand j'ai terminé, elle dit « Je ne comprends pas comment tu peux me raconter ce que tu me racontes, puisque la maison a été construite avant même que tu viennes au monde. » Mais j'ai dit « Je vous l'ai raconté, je ne peux pas vous l'expliquer. C'est aussi simple que ça. » Okay. C'est ce que vous l'aviez vu en rêve? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est venu de même? C'était une scène qui était là, qui m'arrivait au fur et à mesure que je parlais. Ah oui? Tout simplement. Vous avez effleuré tantôt le sujet de Mme Pomerleau à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Oui. Sur l'insistance de votre frère Donald d'aller voir cette madame-là. Pourquoi
vous y avez été parce que vous ne croyez même pas à ça. Fait que vous y avez été, puis vous l'avez à peine écouté en plus de ça. Et là, ce sont les 9 soirs de suite là, que vous avez compté tantôt. C'est ça. Écoutez, mon frère était tellement convaincu qu'elle était bonne et qu'elle pouvait me dire des choses intéressantes. Mais finalement, c'est autant pour lui faire plaisir. Et puis, lui aussi avait piqué ma curiosité. Si elle est si bonne que ça, bon, je vais finir par y aller. Mais on dirait que j'y suis allé sans un intérêt certain de vouloir tout entendre. Et j'avais des préoccupations au travail et tout ça. Donc, j'étais... Vous y avez été, mais sans conviction. Sans puis, conviction. Pour faire plaisir à Donald aussi un peu. Ah, si, puis, c'est c'était ça. En fait, exactement. Mais il reste un fait que ce qui est ressorti de ça, il est ressorti un rêve qui a changé votre vie. C'est exact. Donc, on va quelque part des fois, ça se passe dans un sens, mais la suite n'est pas nécessairement celle qu'on croyait ou qu'on imaginait. OK. Description du rêve sous les différentes scènes. Il y a des scènes de 1 à 10. Oui. C'est quoi ça ces fameuses scènes? Sans les Ben, expliquer écoutez, là, globalement, je savais, suite à ce rêve-là, qu'à un moment donné dans ma vie, je quitterais ma femme, Jacinthe, pour aller vers une autre femme, que l'autre femme avait un enfant, une fille, qui avait des cheveux très épais. Il y avait une femme, ou la même femme, ou une autre femme, qui me demandait son aide. Quelle aide? Le rêve ne le dit pas. Et puis, il y avait des scènes que je pense peut-être secondaires, mais qui étaient là. À un certain moment, je vais manger avec mon frère Noël et mon frère Donald. On s'en allait en auto, mais on ne pouvait pas embarquer ensemble. Je ne savais pas pourquoi. Il y a 10 scènes très précises, très claires. Écoutez, je parle d'un rêve de 88, je l'ai écrit il y a seulement 1 an ou 2, et les scènes sont tellement gravées qu'on ne peut pas oublier ça. L'ésotérisme, est-ce que vous croyez à ça? C'est-à-dire que si on me demande si aujourd'hui j'y crois, oui. Parce que j'en ai tellement vécu. Avant le rêve, non. C'est pas... je ne retenais pas dans ma mémoire l'ésotérisme, c'est l'ésotérisme pour les autres. Okay. Mais ça l'est devenu aussi pour moi. Pour moi, pour vous, parce que vous avez tellement été avec. C'est exact. Tout simplement. Monsieur Théberge, à un certain moment donné, vous dites que les rêves dominent votre existence. Vous est-il arrivé d'avoir peur de rêver? Pas nécessairement peur de rêver, mais désirer ne plus rêver, oui. Parce que vous aviez peur? C'était pas la peur, c'était... je savais comment vivre avant de faire des rêves. Et je vivais bien. Et les rêves sont venus changer votre vie? Ben, les rêves, ils me dictaient quoi faire. Et même si je ne voulais pas le faire, les faits dans la vie m'amenaient là quand même. Fait que c'était une chaîne, c'était là un environnement. Vous rêviez et automatiquement ça vous emmenait. Ça m'emmenait là. Et je savais que ce fait dans le rêve, tôt ou tard, j'y serais confronté. Est-ce que les rêves vous ont amené à changer vos croyances? Forcément. Forcément. Parce que à chaque fois, si je faisais appel à mon père pour rêver, et les rêves aussi venaient, je savais dès maintenant que il y a une réalité, celle qu'on voit, qu'on entend, qu'on comprend, mais il y a une autre réalité. On est côtoyé
par un autre environnement qu'on ne voit pas, mais qui existe. On va aller avec une citation de votre livre, M. Théberge. Oui. Une certitude. Après la mort, nous sommes vivants ailleurs dans l'univers et de la manière que je communique avec Papa, il m'apparaît que je m'approche vraiment d'un monde surnaturel. Êtes-vous prêt de mourir à ce moment-là? Parce que non. Vous vous approchez toujours de plus en plus? Non, s'approcher, c'est-à-dire que je veux dire par là, côtoyer régulièrement l'autre réalité. On s'approche de cet autre monde-là, même si, comme aujourd'hui, je suis ici, mais autour de moi, il y a autre chose aussi. OK. Fait que c'est ce que vous vouliez dire. Pardon, OK. Comme ça, chaque rêve a une signification, chaque rêve a un sens. Il s'agit d'aller chercher cette signification-là. Est-ce que c'est ça? Moi, j'en fais des rêves et leur signification, des fois, n'a pas d'importance. Mais il y a d'autres rêves, on les appelle prémonitoires. Oui, exactement, ça, oui. Et ça, c'est très différent. Des fois, on va rêver, on se rappelle notre passé, on se rappelle des événements, on voudrait des événements heureux, on le voit en rêve et le rêve n'a pas plus d'importance que ça. Mais il y a d'autres rêves, je sais la différence entre les deux. Si je fais un type de rêve, je sais qu'il est prémonitoire, il l'est, et il va m'impliquer quelque part dans le futur. M. Théberge, on va aller avec 3 questions que je trouve difficiles parce que je ne veux pas vous ostiner sur ça du tout. C'est pris toujours à l'intérieur de votre livre, mais ce sont quand même 3 questions que j'ai trouvées, 3 passages que j'ai trouvés un peu difficiles. Parfait. Donc, le premier, c'est la fille de Jacqueline qui a des problèmes de boisson, de drogue. Elle est dans un centre d'accueil jeunesse. Vous faites une intervention cosmique, vous faites appel à ses guides. Un mois après, tout est rentré dans l'ordre, tout est correct. Elle n'a plus de problème de boisson, elle n'a plus de problème de drogue. Expliquez-nous ça. Écoutez, je ne dirai jamais que je peux faire n'importe quelle intervention cosmique, n'importe quand, et ça va avoir un certain impact. Il est certain que pendant cette période intense des rêves, ou autrement, je lisais beaucoup, et suite à ce que je lisais, et je sentais que je pouvais faire certaines interventions. Je tentais et ça a réussi. Alors, vous avez tenté une chose. Il m'est déjà arrivé de tenter d'en faire d'autres interventions et ça n'a pas marché du tout. Je ne m'accorde pas de pouvoir. Est-ce que c'est arrivé naturellement dans son temps? Elle en était rendue là. Est-ce que d'autres autour d'elle ont fait des interventions qui ont eu un impact? Oui. Mais au bout d'un mois, c'était réglé. Un autre passage, M. Théberge. La petite maison hantée où tout bougeait à l'intérieur puis qui se vendait tout le temps après de 6 à 12 mois parce que personne ne voulait rester à l'intérieur de cette maison-là. Vous avez réglé ce problème-là. Oui. Comment vous l'avez réglé? C'est-à-dire que j'ai demandé à la personne de me donner un historique de cette maison-là. OK. 10 ans avant, un jeune couple avait acheté cette maison-là et ils étaient vraiment heureux. Mais ils ont eu un accident d'automobile et elle est morte. Moi, je lui ai suggéré que l'esprit de la femme était resté dans cette maison-là. Probablement qu'elle aimait cette petite maison-là. Elle aimait son mari. Elle était heureuse là. Elle est décédée. Son esprit est revenu dans cette maison-là. Et ce que je lui ai suggéré, c'est de se faire une amie de cet esprit-là. De lui parler comme on parle
dans la maison et tout ça. Et elle s'est comportée, elle l'amenait avec elle pour aller magasiner ou autrement. Mais une couple de mois après, c'est comme si elle avait aidé cet esprit-là à se dégager pour aller continuer son existence ailleurs. Un autre passage, M. Théberge. Un certain Marc, atteint de cancer, son père croyait à Saint-Joseph et au frère André. Donc, Marc va à l'oratoire Saint-Joseph et demande au frère André et à Saint-Joseph de le guérir. Et après 10 jours, il est complètement guéri. C'est dans votre livre, ça? Oui. J'ai mis dans mon livre ce qu'il m'a raconté parce que j'y ai cru. OK. Mais je ne suis pas intervenu. Juste parce que vous avez cru qu'une chose comme ça peut arriver, donc vous l'avez inséré dans votre livre. Avec tout ce qui m'arrivait et ce qui m'arrivait, ce fait-là ou un autre, quelque part, il faut croire parce que la réalité n'est pas aussi simple qu'on l'imagine. Vous avez des questionnements, vous faites appel à votre père et par les rêves, les réponses arrivent. Oui. Ce ne serait pas un peu de clairvoyance? Écoutez, l'audience, la clairvoyance, le monde des rêves, c'est une communication avec l'ailleurs. Tout simplement. Et ça n'arrive pas seulement à moi, là. Ça arrive dans la vie, là. Pourquoi telle personne plutôt que telle autre, je ne sais pas pourquoi. Mais on a chacun un destin et c'est tracé dans notre destin. Puis même si on veut aller à l'encontre de notre destin, on n'est pas capable. Je crois qu'on n'y est pas capable. Une autre ici que j'ai trouvé quand même un petit peu dur à lire aussi. Aux États-Unis, vous conduisez sur une autoroute à bonne vitesse. Soudain, votre frère Marius entre dans l'auto. Oui. Et dans votre corps, vous ressentez qu'il vous dit « police ». Il vient de vous éviter une contravention. Ah, ça, je l'ai vraiment vécu. J'étais sur une autoroute et puis je roulais assez rapidement quand même. Et puis, il y en avait un autre conducteur, on se dépassait, on allait assez vite. Et soudainement, j'ai senti mon frère Marius arriver, rentrer, s'asseoir, et je lui demande pourquoi. Et j'entends dans moi « police ». Je me tasse à droite et je regarde dans le rétroviseur, tout ça pour... Et soudainement, à peine 2 minutes après, les gyrophares, la police vient arrêter l'autre conducteur. Mais je l'ai vraiment vécu, je l'ai ressenti, c'était clair. Et je pensais pas à la police avant que mon frère y arrive. C'est sûr que je vous écoute, j'ai lu votre livre. On ne peut pas ostiner une personne comme vous à dire, ben non, c'est impossible, c'est pas vrai, ça se peut pas. C'est parce que vous seul avez vécu ce que vous racontez dans ça. Exact. Vous seul avez vécu le fait de la police de votre frère Marius, puis tout ça aux États-Unis. Je ne suis pas en mesure, moi, de dire, Monsieur Théberge, ça se peut pas. Vous seul l'avez vécu. Donc, vous avez écrit dans ça ce que vous avez vécu. Exact. Avec une franchise. Exact. Qu'on me traite de n'importe quoi, je ne pourrai jamais dire parce que tu te comportes comme ça envers moi, en conséquence, je suis obligé de te dire que je me trompe. Non. Moi, je me trompe. Non, parce que, écoutez, c'est sûr que nous autres, on n'est pas le commun des mortels qui est en mesure de vous dire c'est plein de menteries, vous n'avez pas vécu ça, c'est impossible, etc. Parce que vous seul savez ce que vous avez vécu. Comme vous savez sûrement des choses que vous savez sur votre vie. Oui. Et qui vous appartiennent aussi. Exactement, c'est ça. Là, on est rendu, M. Théberge, au fameux AVC qui vous a paralysé du côté droit et qui bouleverse votre vie et celle de Caroline également. Oui. Comment c'est arrivé? Est-ce que dans vos rêves, vous avez perçu cette maladie-là, cet accident-là? Je peux pas dire que je l'ai perçu dans des rêves.
Peut-être qu'il est arrivé un rêve qui était l'équivalent d'un cauchemar. J'ai pas fait de relation avec des rêves. Et c'est le jour de mon anniversaire en 2001. Je suis en train de vernir au latex une porte. Et j'étais au milieu de la porte à peu près. J'entends dedans de moi, mets-toi à genoux. Je me pose la question pourquoi. Bon, je dis, tu veux que je me mette à genoux? Je vais me mettre à genoux. Je finis de vernir. Je mets le pinceau. Et puis, pouf, je tombe. J'ai pas eu mal à la tête. À rien. Pas du tout. Vous n'avez pas senti venir ça du tout? Aucune idée. Aucune. Puis ni dans vos rêves, ni dans vos... Non, vous savez pas... Il y a des faits de vie qui arrivent. Vous savez, il y a des événements de la vie qui sont planifiés comme ça dans notre propre destin. C'est le destin. Quelqu'un qui dit, si je disais, écoutez, là, je ne retournerai pas à la salle aujourd'hui parce que j'aurai un accident en retournant, il peut en arriver un, mais j'y crois pas. Sûr, exactement. Il y a des événements de la vie qui arrivent comme ça parce qu'ils doivent arriver. Monsieur Théberge, vous croyez à une vie antérieure? Ah oui. Parce que vous y allez souvent. Pas souvent. Non? Je pourrais y aller peut-être. Comment on y va dans une vie antérieure? D'abord, il y a un élément, c'est que quelqu'un qui ne croit pas aux vies antérieures ne peut pas aller dans les vies antérieures. Il faut un élément... C'est le principe de base. Ben, quelqu'un qui dit « je crois pas aux vies antérieures, je vais aller dedans », son corps va tellement être réfractaire, il ne voudra pas y aller. Okay. Ça, c'est évident. Maintenant, encore là, quand je réfère au rêve de 88, et je dis à mon frère Noël, je lui montre la femme qui est assise de dos, cette femme sait garder un secret. Et moi, je suis là, et je commence à vivre avec Caroline, et une fois, elle me prend dans ses bras, elle me dit à l'oreille, « Je t'aime, et ce sera toujours un secret entre nous. » C'était, quand on vit avec quelqu'un que tout le monde nous connaît autour, c'est pas un secret, tu sais. C'est ça, exactement. Donc, là, ça a déclenché chez moi. C'est comme si elle répétait quelque chose déjà entendu. Et l'idée de vie antérieure m'est venue. Vous êtes venu à ce moment-là. Monsieur Théberge, c'est tout le temps que nous avions. Je vous remercie infiniment. Ce livre est en vente libre au moment où l'on se parle? Il est en vente libre à la librairie à la salle. OK. Alors, Monsieur Théberge, merci infiniment. C'est un livre que je recommande à tout le monde. C'est vraiment des bouts un peu difficiles à lire, mais tellement passionnants de le lire. Alors, je vous remercie infiniment. Puis, ce rêve a changé votre vie. Alors, vous êtes encore aujourd'hui une personne à mouvement restreint, sauf que vous êtes encore vivant et c'est ce qui est important. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M. Théberge, et bonne chance à vous. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir.